La petite fille du millionnaire disparaît lors d'un voyage dans un parc avec des sentiers, jusqu'à ce que la nourrice « Abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez ». L'arôme du café fraîchement préparé se mêlait à l'odeur du pain sucré encore chaud lorsque Henri Dupont descendit les escaliers en marbre de sa villa dans le quartier de Montmartre, à Paris. À 45 ans, l'homme d'affaires gardait une posture droite et un pas ferme de celui qui dirigeait un réseau de 17 épiceries fines réparties en Provence, à Marseille et à Nice. Ses tempes grisonnantes et son costume impeccablement repassé lui conféraient une autorité naturelle qui faisait que fournisseurs et employés parlaient d'un ton respectueux chaque fois qu'il mentionnait son nom. « Papa! Papa! Regarde ce que j'ai trouvé !» La voix cristalline de Sophie résonna dans le hall d'entrée, brisant le silence matinal. La fillette de 6 ans courut vers son père, ses tresses flottants et ses ballerines lilas, ses préférées, faisant un bruit doux contre le sol en granit. Dans ses petites mains, elle tenait une feuille d'immortel qu'elle avait trouvée dans le jardin de la propriété. Henri sourit, un sourire sincère qu'il montrait rarement lors des réunions de direction. Il se baissa pour être à la hauteur de sa fille et examina la découverte avec une gravité théâtrale. « Intéressant, architecte Sophie. Il semble que tu aies un bon œil pour la nature, tout comme ta mère. » Marie émergea de la cuisine à ce moment-là, portant un plateau avec du café, des pains et de la tapenade maison, une recette qu'elle avait apprise de sa mère. À 38 ans, l'architecte conservait l'élégance naturelle de celle qui avait conçu des résidences pour l'élite provençale. Mais ce samedi matin, elle portait un jean délavé et un simple t-shirt en coton. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon désordonné, et elle semblait plus détendue que Henri ne l'avait vue depuis des mois. « Bonjour, la famille », dit-elle, posant le plateau sur la table de la terrasse qui offrait une vue sur la chaîne des Alpilles. « J'espère que vous êtes prêts pour l'aventure d'aujourd'hui. Cela fait 3 ans que nous avons promis cette randonnée à Sophie. » Henri consulta discrètement sa montre. L'habitude de contrôler le temps était plus forte que toute tentative de détente. Il avait 3 rendez-vous importants prévus pour lundi. Un avec des fournisseurs de fromages artisanaux de la région, un autre avec le groupe qui voulait franchiser la marque à Paris, et un 3e avec les avocats concernant l'acquisition d'un terrain à Saint-Rémy-de-Provence pour la nouvelle épicerie. Henri. La voix de Marie avait ce ton ferme qu'il connaissait bien. Aujourd'hui, c'est samedi. Aujourd'hui, c'est le jour de Sophie. Le monde des affaires survivra un jour sans toi. Avant qu'il ne puisse répondre, des pas précipités dans l'escalier annoncèrent l'arrivée de Valérie. La nourrice de la famille descendit en portant un sac à dos jaune rempli de fournitures pour l'excursion. À 35 ans, Valérie Martin était une femme de taille moyenne, avec des cheveux frisés attachés en un chignon pratique et des yeux expressifs qui semblaient toujours alertes. Originaire de Saint-Rémy-de-Provence, elle avait rejoint la famille Dupont 2 ans plus tôt, apportant avec elle des références impeccables et une dévotion à Sophie qui avait même impressionné le rigoureux Henri. « Bonjour tout le monde. Sophie, j'ai apporté ces biscuits de tapioca que tu adores, et aussi des fruits pour le chemin, » dit Valérie avec l'accent doux de Provence que Sophie adorait imiter. « Madame Marie, avez-vous confirmé avec les guides du parc ? » ?»« Je l'ai confirmé hier. Nous allons retrouver le personnel du centre des visiteurs à 9 heures, » répondit Marie, servant du café à tout le monde. « Valérie, es-tu sûre de bien connaître cette région ? Cela fait longtemps que tu n'y es pas allée. » Les yeux de Valérie brillèrent d'une lueur qui pouvait être de la nostalgie. « Je la connais bien, Madame Marie, j'y ai travaillé pendant quelques années. C'est une région magnifique, parfaite pour les enfants. Sophie va adorer les cascades. » Sophie sauta de joie, faillit renverser son verre de lait. « Il y aura des animaux, il y aura des oiseaux. Valérie, tu as dit qu'il y avait des singes là-bas. » « Oui, ma princesse, et si nous avons de la chance, nous pourrions même voir un tatou, » répondit Valérie, ébouriffant affectueusement les tresses de la fillette. Henri observa l'interaction entre la nourrice et sa fille.
Il y avait une naturelle là, une connexion qu'il luttait lui-même à établir. Le travail avait consommé tant de son énergie que, lorsqu'il rentrait chez lui, Sophie était déjà endormie la plupart des nuits. Les week-ends étaient constamment interrompus par des appels urgents, des réunions qui ne pouvaient pas attendre, des rapports qui devaient être révisés. « Aujourd'hui même, papa pense encore au travail », observa Sophie, avec la perspicacité typique des enfants. Henri fut pris sur le fait. « Non, ma fille, je pense à quel point il va être agréable de passer la journée avec vous. Cela fait longtemps que nous n'avons pas fait ça. »« Ça fait très longtemps », acquiesça Marie, et il y avait une pointe de tristesse dans sa voix. « Sophie, raconte à papa ce que tu as appris sur la garrigue à l'école. » La fillette s'enthousiasma, grimpant sur sa chaise pour se faire plus grande. « La garrigue est un biome unique. La professeure Fernande a dit que c'est le berceau des Hauts-de-France, et il y a des plantes qui n'existent que là, comme la lavande et la figue de Barbarie. » Elle prononça les mots difficiles avec soin, fière de sa mémoire. Valérie sourit. « C'est exact, Sophie. Et il y a une plante qui s'appelle immortelle, comme celle que tu as trouvée. Elles sont très spéciales car elles résistent à tout, feu, sécheresse, froid. » Comme les Provençaux, plaisanta Marie, mais il y avait une vérité dans l'observation. Le téléphone d'Henri vibra. Instinctivement, il tendit la main, mais s'arrêta en voyant le regard d'avertissement de sa femme. « C'est Laurent du bureau de Marseille. Cela pourrait être important. » Henri. Marie se leva, s'approcha de lui et posa sa main sur l'appareil. « Non, pas aujourd'hui, s'il te plaît. » Il y eut un moment de tension. Sophie cessa de parler des plantes de la garrigue et observa ses parents avec de grands yeux, pressentant le conflit familial qui se répétait si souvent. Henri soupira, éteignit le téléphone et le posa. Sur la table. « Tu as raison. Désolé, Sophie. Aujourd'hui est notre jour, rien que pour nous. » Le sourire qui illumina le visage de la fillette valait plus que n'importe quel contrat signé. Elle courut pour embrasser son père, grimpant sur ses genoux avec l'énergie contagieuse de ses 6 ans. « Maintenant, ça y est, allons voir les singes et les cascades et je vais tout apprendre à papa sur la garrigue. » Valérie termina d'organiser le sac à dos tout en observant sa famille. Cela faisait 2 ans qu'il y avait du travail pour l'élite, mais ils ne se voyaient que rarement ainsi, unis, détendus, loin des pressions du monde extérieur. Sophie méritait d'avoir ses parents présents, et au fond de son cœur, Valérie espérait que cette sortie marquerait le début d'une nouvelle phase pour tous. « Prêt, tout le monde, tout est en ordre », annonça-t-elle. « Eau, goûter, répulsif, crème solaire, trousse de premier secours. La route pour Saint-Rémy-de-Provence est bonne, nous aurons le temps d'arriver tranquillement. » Henri se leva, toujours avec Sophie dans les bras. « Alors, en route, famille Dupont. La Serra da Canastra nous attend. » En sortant par la porte du garage, montant dans le SUV argent importé, aucun d'eux n'imaginait que ce serait la dernière matinée normale qu'ils auraient pendant longtemps. La 7 s'étendait devant eux comme un ruban gris coupant le paysage provençal. Le SUV Audi Q7 argent glissait doucement sur la route avec Henri au volant, Marie sur le siège passager consultant le GPS et Sophie à l'arrière, discutant joyeusement avec Valérie de tout ce qu'elle voyait par la fenêtre. « Regarde, Valérie, ce taureau est géant !» Sophie pointait un zébu paissant paisiblement dans une ferme au bord de la route. Le bétail était imposant sous le fort soleil de mars et les pâturages s'étendaient jusqu'où portait le regard. « C'est un Nelore, ma princesse. Cette race vient d'Inde, mais elle s'est très bien adaptée ici en France. » expliqua Valérie, ajustant la ceinture de sécurité de la fillette. « Mon grand-père travaillait dans une ferme de bétail. Il disait toujours que le Nelore est comme le Provençal, résistant et têtu. » Henri regarda dans le rétroviseur, observant sa fille absorber chaque information comme une éponge. « Valérie, tu ne m'as jamais dit que ton grand-père travaillait avec du bétail. »« Ah, Henri, il y a beaucoup de choses dans ma vie que je n'ai jamais racontées. On ne parle que de ce qui est nécessaire, n'est-ce pas ?» Valérie sourit, mais il y avait quelque chose de réservé dans son ton. « Ma famille,
a toujours travaillé la terre d'une manière ou d'une autre. Marie se tourna sur son siège. Ça te manque de vivre à la campagne? Valérie resta quelques secondes silencieuse, regardant le paysage familier. Parfois, la vie là-bas est plus simple, mais c'est aussi plus difficile. Il n'y a pas les opportunités que vous m'avez offertes. Papa, quand je serai grande, je peux vivre dans une ferme? Sophie interrompit, serrant un ours en peluche qu'elle ne lâchait même pas pour dormir. Henri rit. Bien sûr, ma fille, tu peux être ce que tu veux, femme d'affaires, architecte comme maman fermière ou guide touristique, compléta Sophie, comme tonton Jean que nous allons rencontrer aujourd'hui. C'est vrai, dit Marie, consultant ses notes. Jean Benoît, le guide principal du parc. Il y travaille depuis 15 ans. Il connaît chaque sentier. Valérie se déplaça mal à l'aise sur son siège. Henri capta le mouvement dans le miroir. Tu connais Jean, Valérie? De vue. Saint-Rémy-de-Provence est une petite ville. Tout le monde se connaît, au moins de vue. Ils passèrent par Formiga, puis Saint-Rémy-de-Provence, de petites villes qui conservaient le charme de la Provence. Des maisons simples, avec de grands jardins. Des vérandas où des personnes âgées se protégeaient du soleil du matin, des enfants courant pieds nus sur les pavés. Sophie observait tout avec fascination, habituée au gratte-ciel et au trafic chaotique de Marseille. « C'est différent de notre ville, n'est-ce pas, papa ?»« Très différent, Sophie. Ici, les gens se connaissent, ils ont le temps de discuter. » Henri a raison, acquiesça Valérie. Ici, on vit encore en communauté. Si quelqu'un a besoin d'aide, tout le monde se présente. S'il y a une fête, toute la ville participe. Marie sourit. Ça doit être agréable d'avoir ce genre de lien. C'est et ce n'est pas, Madame Marie. Cela signifie aussi que tout le monde sait tout sur la vie de chacun. Parfois, il est difficile d'avoir de l'intimité. À mesure qu'ils s'approchèrent du parc national de la Serra da Canastra, le paysage changeait radicalement. La garrigue se montrait dans toute sa splendeur, des champs dorés entrecoupés de buissons, des collines arrondies couvertes de végétation basse et tordue, et au loin, les montagnes qui donnaient son nom au parc. « Mon Dieu, quel endroit magnifique !» murmura Marie, baissant la vitre pour sentir l'air pur. « Sophie, vois-tu ces montagnes? Elles semblent des géants endormis. »« Endormis, non, maman. Ils protègent le parc. » Sophie applaudit de joie en apercevant le premier panneau officiel de l'Ibama. Henri ralentit en s'approchant de l'entrée du parc. Le centre des visiteurs était une construction simple mais bien entretenue, avec un toit en tuiles et des murs blanchis à la chaux. Quelques voitures étaient déjà garées, des pick-up de fermiers locaux, un minibus de tourisme venant de Paris et quelques motos de randonneurs. Jean Benoît les attendait à l'entrée. Un homme de 42 ans, grand et maigre, avec la peau bronzée par le soleil et un sourire sincère qui inspirait immédiatement confiance. Il portait le t-shirt officiel du parc, un pantalon cargo beige et des bottes de randonnée usées par l'usage. Dans ses yeux marrons se lisait la sagesse de celui qui connaissait chaque pierre, chaque source, chaque arbre de ce territoire. Famille Dupont, soyez les bienvenus au paradis provençal. Jean s'approcha avec enthousiasme, et celle-ci doit être la célèbre Sophie qui veut rencontrer les singes de la garrigue. Sophie se cacha derrière Valérie un instant, mais se reprit rapidement. « Tu connais vraiment des singes ?»« Oui, ma princesse. Et pas seulement des singes. Tatous, cerfs, loups-garous. Aujourd'hui, vous allez voir un spectacle de la nature. » Henri tendit la main. « Henri Dupont, merci d'avoir réservé votre samedi pour nous. » Pas de souci, Henri, c'est toujours un plaisir d'accueillir des familles qui veulent découvrir notre trésor. Et Jean regarda Valérie avec une lueur de reconnaissance dans les yeux. Valérie Martin, oh là là, ça fait longtemps. Le visage de Valérie rougit légèrement. Salut Jean, ça fait environ 4 ans. Attends un peu. Jean sourit plus largement. Tu n'es pas la fille qui était guide ici, celle qui connaissait chaque sentier mieux que quiconque? Henri et Marie échangèrent des regards surpris. Sophie regarda Valérie avec admiration. Valérie, tu étais vraiment guide.
demanda Sophie. Oui, ma princesse, il y a quelques années, mais maintenant, je préfère m'occuper de toi. Jean hocha la tête, impressionné. Préféré, rien du tout. Tu étais la meilleure guide que ce parc ait jamais eue. Tu connaissais même les secrets qui ne figurent pas sur les cartes. Il se tourna vers Henri. Monsieur Henri, vous avez de la chance. Avec Valérie à vos côtés, vous allez avoir la meilleure randonnée possible. Marie regarda la nourrice avec une curiosité renouvelée. Valérie, pourquoi ne nous as-tu jamais dit cela? Oh, chère Marie, c'est du passé. Maintenant, ma vie est différente. Valérie ajusta son sac à dos, clairement mal à l'aise avec l'attention. Jean continua avec enthousiasme. Du passé, rien du tout. Une fois guide, toujours guide. La connaissance de la terre ne se perd pas. Il s'abaissa pour être à la hauteur de Sophie. Votre Valérie ici connaît des histoires du parc que même moi je ne sais pas. Si vous avez de la chance, elle en racontera quelques-unes en chemin. Sophie étreignit la jambe de Valérie. Raconte, Valérie, raconte les histoires. Henri observait la scène avec un intérêt croissant. À chaque instant, il découvrait de nouvelles facettes de la femme qui s'occupait de sa fille depuis 2 ans. Comment n'avait-il pas demandé sur son passé? Comment avait-il pu se contenter des références et de la compétence évidente? Le sentier serpentait doucement à travers des champs de garrigues dorées et des buissons de figues de Barbarie. Le soleil de mars réchauffait sans brûler, et une brise constante apportait le parfum doux des immortels qui parsemaient le paysage comme de petites étoiles jaunes. Sophie marchait entre les adultes, s'arrêtant tous les quelques mètres pour examiner une fleur différente ou observer le vol d'un oiseau. « Valérie, quel est ce bruit ?» La fille pointa un buisson proche, d'où s'élevait un chant mélodieux et répétitif. Valérie s'arrêta immédiatement, inclinant la tête pour mieux écouter. « C'est un merle, ma princesse. Il chante pour marquer son territoire. Regarde !» Elle fit un son bas avec les lèvres, imitant l'appel. En quelques secondes, un oiseau jaune et noir sauta sur une branche visible, répondant à l'appel. « Waouh !» Sophie applaudit doucement. « Comment sais-tu faire ça ?» Mon grand-père m'a appris quand j'avais ton âge. Il disait que pour vraiment connaître la garrigue, il faut apprendre le langage des animaux. Jean observait la scène avec un sourire nostalgique. Val a toujours eu ce don. Je me souviens d'une fois où elle a localisé un cerf blessé juste en écoutant les sons qu'il faisait. Nous avons sauvé l'animal grâce à elle. Henri, qui marchait quelques mètres derrière en portant le sac d'eau et de collation, accéléra le pas pour rejoindre le groupe. « Valérie, combien de temps as-tu travaillé comme guide ?»« 3 ans, monsieur Henri, de 28 à 31 ans. » Elle aida Sophie à grimper sur une petite élévation rocheuse. C'était une période spéciale de ma vie. « Et pourquoi as-tu arrêté ?» demanda Marie, photographiant un papillon qui s'était posé sur une fleur de lavande. Valérie hésita, échangeant un regard rapide avec Jean. « Oh, chère Marie, les choses ont changé. J'ai dû trouver un travail plus stable. »« Stable ?» Jean rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. « Val dit la vérité. Tu étais la meilleure guide que nous ayons eue ici. Les touristes demandaient spécifiquement pour toi. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que... » Jean. La voix de Valérie avait un ton d'avertissement. « Pas besoin. »« De quoi, Jean ?» Marie avait cessé de photographier et regardait directement les deux. Jean regarda Valérie, qui hocha presque imperceptiblement la tête. Il soupira. « C'est une histoire compliquée. Mieux vaut qu'elle le raconte, si elle le souhaite. » Sophie, inconsciente de la tension entre les adultes, avait découvert un groupe de fourmis coupeuses transportant des morceaux de feuilles. « Regarde, maman, elles font un déménagement. » La distraction fut la bienvenue. Le groupe se rassembla pour observer les fourmis et Valérie profita de l'occasion pour changer de sujet, expliquant comment les sauterelles cultivaient des champignons dans leur terrier souterrain. Mais Henri avait remarqué l'évasion. En tant qu'homme d'affaires, il avait appris à lire entre les lignes, à percevoir quand des informations importantes étaient omises.
Il décida qu'il parlerait à Valérie plus tard. Le sentier continuait à travers une zone de champs rupestres où des affleurements rocheux créaient des formations spectaculaires. Sophie courait de pierre en pierre, toujours surveillée de près par les adultes, tandis que Valérie identifiait des plantes rares et expliquait comment chacune s'adaptait au sol pauvre et aux variations extrêmes de température. Celle-là, c'est une calyandra de garrigue. Elle pointa un petit arbre couvert de fleurs rouges en forme de pompon. Et là-bas, ces petits cactus sont des mandacarus. En période de sécheresse, les animaux les mangent. Pour obtenir de l'eau. Comment sais-tu autant de choses? Demanda Sophie, impressionnée. J'ai étudié, ma princesse, et ma grand-mère m'a aussi beaucoup appris. Elle connaissait chaque plante, chaque remède qui vient de la nature. Ta grand-mère était indigène? La question de Marie fut posée avec une curiosité sincère, sans préjugés. Elle était d'origine, oui, un mélange d'Indiens et de Quilombola. Elle vivait dans une communauté ici près, connaissait des secrets de la forêt que les livres n'enseignent pas. Henri s'arrêta de marcher. « Valérie, tu n'as jamais mentionné cela. Nous avons une richesse culturelle dans notre propre maison et nous ne le savons pas. Henri, on apprend dans le sud de la France à ne pas trop parler de ces choses. Tout le monde ne comprend pas, n'est-ce pas ?» Jean hocha la tête. « C'est vrai. Beaucoup de gens ont encore des préjugés sur le savoir traditionnel. Mais ici dans le parc, nous avons appris à valoriser cela. Les guides les plus anciens, comme la famille de Valérie, connaissent des choses que la science découvre seulement maintenant. » Ils arrivèrent à Cascadelette après 40 minutes de marche. La petite chute d'eau formait une piscine naturelle d'eau cristalline, entourée de broméliacées et de epougères. Le son de l'eau tombant sur les pierres créait une mélodie relaxante qui rivalisait seulement avec le chant des oiseaux. Sophie courut jusqu'au bord de l'eau, mais obéit lorsque Valérie lui dit de ne pas entrer sans les adultes. « C'est profond ?» demanda-t-elle. « Pas beaucoup, mais il vaut toujours mieux être prudent, » répondit Jean. « Que diriez-vous de faire le pique-nique ici? Il y a de l'ombre et c'est un endroit magnifique. » Pendant qu'ils étendaient une couverture sur le sol et organisaient la nourriture, Sophie jouait à lancer de petites pierres dans l'eau, observant les vagues qui se formaient. Valérie s'assit sur une pierre proche, enlevant ses baskets pour rafraîchir ses pieds dans l'eau froide. « Valérie, » dit Henri, s'approchant d'elle avec 2 verres d'eau. « Puis-je te poser une question personnelle ?»« Bien sûr, Henri. Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de ton passé, de ta famille, de ton ancien travail ?» Valérie accepta le verre et but une gorgée avant de répondre. « Henri, quand on vient du sud, de la campagne, et qu'on va travailler pour une famille de la ville, on apprend qu'il vaut mieux ne pas trop parler. Les gens se font des idées. Ils pensent que nous n'avons pas d'éducation, pas de capacité. Mais tu as manifestement les deux? Oui, j'en ai. Mais j'ai aussi appris qu'il est parfois plus facile de laisser les gens penser ce qu'ils veulent penser. » Henri s'assit sur une pierre à côté d'elle. « Ce n'est pas juste, ni pour toi, ni pour nous. Sophie t'adore, Marie te fait totalement confiance. Et moi, eh bien, je réalise que je ne te connais pas vraiment. » Sophie arriva en courant, interrompant la conversation. « Valérie, Jean a dit qu'il y a une source secrète près d'ici, c'est vrai ?» Valérie sourit. La tension du moment précédent se dissipant. « C'est vrai, ma princesse. Veux-tu que je vous y emmène après le pique-nique ?»« Oui, il y a des animaux là-bas. Il y en a toujours. C'est l'endroit préféré des animaux pour boire. » Marie s'approcha du groupe. « Une source secrète? Cela ne figurait pas dans l'itinéraire officiel. » Jean rit. « Ah, Madame Marie, Valérie connaît des endroits qui ne figurent même pas sur les cartes du parc. C'est un des avantages d'avoir un vrai guide local. »« Alors allons-y, » dit Henri, se levant et tendant la main pour aider Valérie. « Je suis curieux de découvrir ces secrets. » Pendant qu'ils ramassaient les restes du pique-nique, aucun d'eux n'imaginait que cette source secrète changerait leur vie pour toujours. Le sentier menant à la source secrète était presque imperceptible, plus une suggestion de chemin qu'une route définie.
Valérie avançait devant avec la sécurité de quelqu'un qui avait parcouru ce trajet des centaines de fois, évitant les épines, pointant les pierres lâches et choisissant les meilleurs points d'appui. Sophie la suivait de près, confiante en sa guide improvisée, tandis que Jean, Henri et Marie venaient juste derrière. « Fais attention à cette branche de bois de rose », avertit Valérie, tenant une branche pour que Sophie puisse passer. « Et regarde cette fleur ici, princesse, ça s'appelle une caresse meira, elle ne fleurit qu'à la fin de l'été. » La végétation devenait plus dense à mesure qu'ils avançaient. Des oliviers centenaires créaient des ombres généreuses, et le son de l'eau courante devenait plus fort à chaque pas. L'air était chargé du parfum des fleurs sauvages et de l'humidité caractéristique des lieux proches des sources. « Valérie, » dit Marie, photographiant une broméliacée géante, « comment as-tu découvert cet endroit ? Ma grand-mère m'a amené ici quand j'avais 8 ans. Elle disait que c'était un lieu sacré où les eaux naissent pures du cœur de la montagne. » Valérie s'arrêta et se tourna vers le groupe. Sa communauté utilisait cet endroit pour des cérémonies spéciales. Baptême, mariage, adieu. « Adieu ?» demanda Henri. Quand quelqu'un d'important mourait, il venait ici pour remercier les eaux d'avoir donné vie à cette personne. Sophie, qui écoutait tout avec attention, prit la main de Valérie. « C'est un endroit magique alors ?»« Oui, ma princesse, un endroit très spécial. » Jean acquiesça. « Valérie a raison. C'est l'un des rares endroits du parc qui conserve des caractéristiques originales. Tous les touristes ne le connaissent pas. C'est pourquoi la faune ici est plus préservée. » Ils émergèrent dans une petite clairière circulaire, totalement protégée par de grands arbres. Au centre, une source jaillissait directement de la roche, créant un miroir d'eau cristalline d'environ 3 mètres de diamètre. Des immortelles fleurissaient autour de la marge et de petites fougères poussaient sur les pierres humides. L'endroit avait une quiétude presque religieuse, rompue seulement par le murmure doux de l'eau. « Mon Dieu !» murmura Marie, « c'est comme une cathédrale naturelle. » Sophie lâcha la main de Valérie et courut jusqu'au bord de la source, s'arrêtant brusquement en voyant son propre reflet dans l'eau stagnante. « Regarde, c'est moi. L'eau est comme un miroir. Fais attention de ne pas tomber, ma fille, » dit Henri, mais sa voix portait plus d'admiration que d'inquiétude. L'endroit avait vraiment quelque chose de sacré. Valérie s'agenouilla à côté de Sophie. « Sais-tu ce que ma grand-mère m'a appris sur cette source ? » « Quoi ? Que si tu fais un vœu sincère et que tu lances une petite pierre dans l'eau, le vœu se réalise. Mais il doit venir du cœur, pas de la tête. » Sophie commença immédiatement à chercher une pierre adéquate. « Comment je sais si c'est du cœur ? Si c'est un vœu pour que tu sois heureuse ou pour que les personnes que tu aimes aillent bien, c'est du cœur. Si c'est pour obtenir un jouet ou des bonbons, c'est de la tête. Compris ?» Sophie trouva une petite pierre lisse et ferma les yeux. « Je demande à ce que notre famille reste toujours ensemble et heureuse. » Elle lança la pierre, qui créa des vagues concentriques parfaites à la surface miroitante. Tous applaudissaient. « C'est mon tour, » dit Marie, cherchant sa propre pierre. « Je suis demandant à avoir plus de moments comme celui-ci avec vous. » Henri observa sa femme faire son vœu et lancer la pierre. Quand vint son tour, il hésita. Que désirait-il vraiment ? Le succès dans les affaires ? Non, cela, il l'avait déjà. Il regarda Sophie, qui l'observait avec impatience, et Marie, qui souriait avec une sérénité qu'il n'avait pas vue depuis des mois. « Je demande à être un meilleur père et mari, » dit-il, se surprenant lui-même par son honnêteté. Il lança la pierre et sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Jean et Valérie firent également leurs vœux en silence. Ensuite, le groupe s'assit sur les pierres autour de la source, profitant de la paix des lieux. « Valérie, » dit Henri, « merci de nous avoir amenés ici. C'est vraiment spécial. »« De rien, Henri. Je suis heureuse de partager cela avec vous. » Sophie avait trouvé une activité. Ramasser des immortelles sèches qui étaient tombées autour de la source. Elle les empilait soigneusement, comme s'il s'agissait de trésors. « Je peux en emporter quelques-unes à la maison, maman, pour me souvenir de cet endroit. »« Oui, ma fille,
mais laissant quelques-unes ici aussi pour que les prochains visiteurs les trouvent. C'est alors que Sophie s'éloigna de quelques mètres du groupe, suivant un chemin d'immortel qui s'étendait vers un petit bosquet de tapenades plus dense. Valérie la suivait du regard, mais était engagée dans une conversation avec Jean sur des changements dans l'administration du parc. « Val, as-tu vu que le nouveau directeur veut mettre en place un programme de guide communautaire ?» Jean parlait à voix basse, mais avec enthousiasme. « Ce serait parfait pour que tu reviennes. Ils veulent des personnes ayant des connaissances traditionnelles. » « Jean, je te l'ai déjà dit, ma vie est maintenant différente. Mais cela ne te manque pas, cet endroit, ce travail ?» Valérie regarda autour d'eux, la clairière, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle tenta de dissimuler. « ça me manque beaucoup. Mais quoi, Val? Les choses sont compliquées, Jean. Ce qui semble possible ne l'est pas toujours. » Henri écoutait la conversation avec un intérêt croissant. Il y avait quelque chose dans l'histoire de Valérie qu'elle ne racontait pas, quelque chose qui la faisait éviter de retourner au travail qu'elle aimait clairement. Marie, qui photographiait des bromélias sur un arbre voisin, cria soudain « Les amis, où est Sophie ?» Tout le monde se retourna immédiatement. L'endroit où la petite fille avait ramassé des fleurs était vide. Les immortels qu'elle avait rassemblés étaient éparpillés sur le sol. « Sophie !» Henri se leva d'un bond. « Sophie, où es-tu » Silence total, seulement troublé par le bruit de la source. « Sophie !» Marie cria plus fort, la panique évidente dans sa voix. Valérie se leva également, ses instincts de mère et de guide expérimentés prenant le dessus. « Calmez-vous, tout le monde. Elle ne peut pas être allée loin. Sophie !» Elle produisit un son aigu avec ses doigts dans sa bouche, un sifflement qui résonna dans la clairière. Ils attendirent une réponse. Rien. « Jean, » dit Valérie, sa voix contrôlée mais urgente, « reste ici avec les parents et continue à appeler. Je vais suivre le chemin des fleurs. Elle a peut-être été distraite en suivant les immortels. Je viens avec toi, » dit Henri. « Non, Henri. Il vaut mieux que vous restiez ici. Si elle revient, elle doit trouver quelqu'un qu'elle connaît. Je connais chaque mètre de cet endroit. Je vais la retrouver. » Marie avait commencé à pleurer. « Valérie, s'il te plaît, retrouve ma fille. »« Je vais la retrouver, Madame Marie, je te le promets. » Valérie disparut dans la végétation dense, suivant un chemin presque invisible. Son cœur battait la chamade, mais son esprit était concentré. Sophie était une fille curieuse et aventurière. Elle avait appris avec Valérie à ne pas avoir peur de la nature, mais aussi à la respecter. Le problème était que dans la Provence, même les endroits les plus beaux pouvaient devenir dangereux pour un enfant seul. Alors qu'elle s'enfonçait dans la recherche, Valérie priait pour que ses années de connaissance de cet endroit soient suffisantes pour ramener Sophie en sécurité. Les 2 heures suivantes semblèrent une éternité. Valérie était revenue à la source après avoir parcouru tous les sentiers et proche sans trouver le moindre signe de Sophie. Jean organisa une recherche systématique, utilisant la radio pour appeler des renforts du centre d'accueil. Henri marchait en cercle de plus en plus large autour de la source, criant le nom de sa fille jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. Marie était assise sur une pierre, alternant entre des crises de larmes et des moments de détermination féroce. « Il est presque 5 heures, » dit Jean, consultant sa montre. « Le soleil se couche à 6 heures. Nous devons nous dépêcher. » « Non. » Henri s'arrêta de marcher et le regarda droit dans les yeux. « Nous ne nous arrêterons pas. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé ma fille. » Valérie s'approcha du couple, portant quelque chose dans ses mains. C'étaient les ballerines lilas de Sophie, celles qu'elle adorait tant, trouvées sur la rive d'un ruisseau à 200 mètres de la source. « Je les ai trouvées près de l'eau, » dit-elle, la voix tremblante. « Il n'y a pas de sang, pas de signe de lutte. On dirait qu'elle les a enlevées pour traverser le ruisseau. » Marie prit les ballerines et les serra contre sa poitrine. « Ma fille, pourquoi est-elle partie? Pourquoi ?»« Madame, Marie, les enfants sont curieux. Elle a dû voir quelque chose d'intéressant et l'a suivie. L'important est que nous savons dans quelle direction elle est allée. » La radio de Jean crépita. « Jean, ici le centre d'accueil.
Nous avons une équipe des pompiers en route. ETA 21 minutes. Reçu central. Nous avons également besoin de chiens de recherche, si possible. Négatif pour les chiens. Mais nous avons 3 guides locaux bénévoles qui se dirigent vers la zone. Henri s'approcha de Valérie. Tu as dit que tu connais cet endroit mieux que quiconque. Où une enfant de 6 ans pourrait-elle être? Allez, en pensant comme elle pense? Valérie ferma les yeux un instant, visualisant le terrain et se rappelant comment Sophie réagissait à différents stimuli pendant la marche. Elle aime les bruits d'eau et adore les fleurs. Si elle a suivi le ruisseau, elle pourrait être arrivée jusqu'à la cascade du fond, mais c'est presque 2 kilomètres. Valérie fit une pause, une expression d'inquiétude traversant son visage. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Marie. « Il y a quelque chose, à environ 500 mètres d'ici, en suivant le ruisseau. Il y a une zone que nous appelons le champ des immortels. C'est un endroit magnifique, rempli des fleurs qu'elle était en train de cueillir. Mais quoi, Valérie ?» Henri saisit son bras. « Il y a quelques cavités naturelles là-bas. De petites grottes, rien de dangereux si vous savez où elles se trouvent. Mais un enfant... » « Allons-y, » dit Marie, se levant avec détermination. « Maintenant. Madame Marie, il vaudrait peut-être mieux attendre les pompiers. Maintenant, Valérie. » Le ton de Marie ne laissait pas place à la discussion. C'était la voix d'une mère désespérée, prête à tout pour retrouver sa fille. Le groupe suivit la rive du ruisseau, avec Valérie en tête, utilisant son expérience pour choisir le chemin le plus sûr. La végétation devenait plus dense, et de petits sentiers d'animaux se croisaient dans toutes les directions. Le bruit de l'eau courante masquait tout autre son, rendant impossible d'entendre une éventuelle réponse à leurs cris. « Sophie, Sophie, maman est ici !» Marie criait tous les quelques mètres. « Princesse, c'est Valérie, réponds-nous !» Henri utilisait ses mains comme un mégaphone. « Sophie, papa s'inquiète. Où es-tu » Après 20 minutes de marche difficile, ils arrivèrent au champ des immortels. C'était vraiment spectaculaire. Une petite vallée circulaire complètement couverte de fleurs jaunes, comme si quelqu'un avait répandu de l'or sur un tapis vert. Même dans cette situation désespérée, tout le monde s'arrêta un instant pour admirer la beauté. « Elle viendrait ici », dit Valérie avec certitude. « Elle viendrait sûrement. » Ils se dispersèrent dans la zone, appelant et cherchant. Ce fut Marie qui trouva le premier indice, quelques immortels arrachés et liés en petits bouquets, éparpillés comme des miettes de pain d'une histoire pour enfants. « Elle est passée par ici, regardez, elle faisait des bouquets. » Marie montra les fleurs organisées. « Ma petite fille Maline, elle laisse une trace. » Valérie examina la zone autour des bouquets. « Le dernier est là. » Elle pointa vers le bord du champ où la végétation devenait plus sombre et rocheuse. Elle a suivi dans cette direction. C'est à ce moment-là que le soleil commença à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose. Les ombres s'allongèrent et la température commença à chuter rapidement, une caractéristique de la garrigue. « Il commence à faire sombre », observa Jean. « Si elle est dans une grotte ou une cavité, elle va avoir froid. Ne dis pas ça. » Henri serra les poings. « Ne dis pas ça. » Ils suivirent la trace des bouquets jusqu'à une zone rocheuse où des affleurements de quartzite créaient des formations complexes. Là, les indices s'arrêtèrent. « Je ne vois plus de fleurs organisées, » dit Marie, la voix chargée de panique. Valérie s'accroupit, examinant le terrain avec l'habileté de quelqu'un qui avait traqué des animaux pendant des années. « Il y a de petites empreintes dans la terre humide ici. Elles vont dans cette direction, vers les rochers. » Les rochers formaient une sorte de labyrinthe naturel avec des passages étroits et de petites cavernes. Valérie connaissait certaines d'entre elles, mais savait qu'il y en avait d'autres qu'elle n'avait même pas explorées complètement. « Sophie !» crièrent-ils tous ensemble. Cette fois, ils crurent avoir entendu quelque chose, un son faible, presque imperceptible. « Vous avez entendu ça ?» Marie saisit le bras d'Henri. Ils firent silence total. Alors, clairement, une petite voix faible. « Maman, Valérie !»« Sophie !» Marie courut vers les rochers. «
Où es-tu, ma fille? Je ne peux pas sortir, je suis dans un trou. La voix venait d'une fente entre les rochers, une ouverture qui ne mesurait pas plus d'1 mètre de large. Valérie s'approcha de la fente et cria « Sophie, c'est Valérie? Tu es blessée? Mon pied fait mal, et j'ai froid. » Henri tenta de se glisser dans l'ouverture, mais ses larges épaules ne passèrent pas. Jean était aussi trop grand. Seule Valérie avait la stature pour essayer. « Je vais descendre, » dit-elle en enlevant son sac à dos. « C'est dangereux, » avertit Jean. « C'est une enfant de 6 ans et elle a froid. Chaque minute compte. » Marie prit la main de Valérie. « S'il te plaît, ramène ma fille. »« Je vais la ramener, Madame Marie, je te le promets. » Valérie commença à descendre par la fente rocheuse, ses compétences d'escalade revenant naturellement. En descendant, la lumière du jour disparaissait, et elle utilisait son téléphone comme lampe de poche. « Sophie, j'arrive, ma princesse. »« Valérie, tu es venue me chercher. » Bien sûr que je suis venu. Je n'allais pas laisser ma princesse seule ici. Là-haut, Henri et Marie s'étreignaient, pleurant de soulagement et d'inquiétude. La fille était vivante, mais pas encore sauvée. La fente s'élargissait au fur et à mesure que Valérie descendait, révélant une petite caverne naturelle, éclairée seulement par la faible lumière filtrant de l'ouverture supérieure. Sophie était recroquevillée dans un coin, enroulant ses genoux, pieds nus et tremblante. Ses cheveux étaient emmêlés avec de petites brindilles et il y avait une éraflure superficielle sur son genou droit, mais elle sourit en voyant Valérie apparaître. « Valérie, je savais que tu allais me trouver. » La petite se leva en boitant légèrement et courut pour embrasser sa sauveuse. « Ma princesse courageuse, » dit Valérie en entourant Sophie de ses bras. « Tu vas bien? Laisse-moi voir cette blessure. » J'ai glissé sur une pierre mouillée. J'ai essayé de remonter, mais je ne peux pas atteindre. Sophie pointa vers les murs lisses de la caverne qui s'élevaient environ 3 mètres jusqu'à l'ouverture. Et il fait très froid ici en bas. Valérie examina rapidement la blessure au genou. Ce n'était qu'une éraflure, rien de grave. Elle enleva sa propre veste et l'enfila à Sophie, qui cessa immédiatement de trembler. « Sophie !» La voix de Marie résonna dans la fente. « Ma fille, tu vas bien ?»« Oui, maman, Valérie est ici avec moi. »« Valérie !» cria Henri. « Comment va-t-elle ?»« Elle va bien, monsieur Henri, juste une petite éraflure au genou, mais nous allons avoir besoin d'une corde pour la sortir d'ici. » Jean, là-haut, était déjà au radio. « Centrale, ici, Jean. Nous avons localisé l'enfant. Nous avons besoin d'équipement de sauvetage. Elle est dans une fente rocheuse à environ 3 mètres de profondeur. Reçu, Jean. L'équipe de sauvetage est à 10 minutes de votre position. » Valérie s'assit sur une pierre et tira Sophie sur ses genoux. « Maintenant, raconte-moi, princesse. Comment es-tu arrivée ici ?» « J'ai vu les plus belles fleurs du monde en suivant le ruisseau. » Sophie parla avec enthousiasme, comme si son aventure avait été intentionnelle. Il y avait un champ tout doré, exactement comme un trésor. Alors j'ai commencé à faire des bouquets pour vous les apporter. Et ensuite ? Ensuite, j'ai entendu un bruit étrange venant de ces pierres. Ça ressemblait à un petit animal, en pleurant. Alors je suis venu voir si c'était un petit animal qui avait besoin d'aide. Valérie sourit, reconnaissant la personnalité généreuse de Sophie. « Et tu as glissé en essayant d'aider le petit animal ?»« Oui. Mais quand je suis tombé ici, il n'y avait aucun animal. Je pense qu'il s'est échappé. » Sophie marqua une pause et regarda autour de la grotte. « Valérie, penses-tu que les animaux ont peur comme les gens ?» « Je pense que oui, ma princesse. C'est pourquoi il est important d'aller toujours accompagné quand on veut aider quelqu'un. » « Je sais. Désolé d'être parti sans prévenir. Vous avez été inquiet ?» Valérie rit, un rire chargé de soulagement et d'affection. « Un peu inquiet, oui. »« Henri a presque arraché ses cheveux, » cria Jean de là-haut, provoquant des rires nerveux chez tous. Sophie se blottit un peu plus contre Valérie. « Je savais que tu allais me retrouver. Tu connais tous les endroits secrets de la montagne. »« Comment le savais-tu ?»« Parce que tu as le même regard que ma grand-mère Thérèse quand... » Elle regardait les plantes du jardin.
un regard de quelqu'un qui comprend les secrets. L'observation de la petite surprit Valérie. Sophie n'avait que 6 ans, mais elle démontrait une perception émotionnelle impressionnante. « Sophie, » dit Valérie, « en attendant que les gens nous sortent d'ici, puis-je te raconter une histoire ?»« Oui, une vraie histoire, une vraie, sur une fille qui s'est perdue dans la montagne il y a longtemps. » « C'était toi, c'était moi. J'avais 7 ans, presque ton âge. J'étais avec ma grand-mère à ramasser des herbes médicinales quand je me suis laissé distraire en poursuivant un joli papillon bleu. » Sophie se redressa, intéressée. « Et après, quand j'ai réalisé, j'étais seul dans une partie de la montagne que je ne connaissais pas. J'ai commencé à pleurer, très effrayé. Il faisait sombre, et j'ai entendu des bruits d'animaux que je ne savais pas identifier. « Oh là là, et ta grand-mère t'a retrouvé ?»« Oui, elle m'a retrouvé, mais sais-tu comment ?»« Comment ?» Elle a dit qu'elle avait suivi le son de mes pleurs, mais pas seulement ça. Elle a aussi suivi ce qu'elle appelait le sillage du cœur. Sophie fronça les sourcils, confuse. Sillage du cœur. C'est ainsi que ma grand-mère appelait la connexion que les personnes qui s'aiment ont. Elle disait que quand quelqu'un que tu aimes est en danger, ton cœur crée un chemin invisible jusqu'à cette personne. Comme une carte magique, confirma Valérie. Et aujourd'hui, c'est cette carte qui m'a amené jusqu'à toi. Là-haut, les parents de Sophie écoutaient la conversation, émus. Henri tenait la main de Marie, réalisant tous deux à quel point ils étaient chanceux d'avoir Valérie dans leur vie. Des bruits d'équipement et des voix se rapprochaient. L'équipe de secours était arrivée. « Valérie, mais Sophie, comment allez-vous là en bas ?» C'était la voix d'un des pompiers. « Nous allons bien, la fille est consciente et sans blessure grave. »« Parfait, nous allons descendre une corde. D'abord, nous montons l'enfant, puis toi. » En quelques minutes, une corde épaisse descendit par la fente. Un pompier en équipement complet de rappel descendit pour évaluer la situation. « Salut, princesse, » dit le pompier, un jeune homme souriant. « Que dirais-tu de faire une promenade en corde ?» Sophie regarda Valérie, qui hocha la tête d'encouragement. « Ça va être amusant, comme au parc. Tu viens avec. »« Moi ?» demanda Sophie. « Je te suis tout de suite, promis. » Le sauvetage fut rapide et efficace. En 10 minutes, Sophie était dans les bras de ses parents, pleurant et riant en même temps. Valérie monta ensuite, accueillie comme une héroïne par la petite foule qui s'était formée, pompiers, guides du parc, et même quelques touristes qui offrirent leur aide. Jean embrassa Valérie. « Tu es incroyable, Val, tu l'as toujours été. »« C'est Sophie qui est courageuse, » répondit-elle, observant la réunion familiale. « Et sa famille, ils méritaient cette fin heureuse. » Pendant que les pompiers examinaient Sophie et confirmaient qu'elle allait bien, Henri s'approcha de Valérie. « Comment puis-je te remercier ?» demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Henri. C'est ma famille aussi. » Et à ce moment-là, sous le ciel étoilé de la montagne de la Sainte-Victoire, tous comprirent qu'il l'était vraiment. La nuit était complètement tombée sur la montagne de la Sainte-Victoire lorsque le groupe retourna enfin au centre des visiteurs. Sophie marchait entre ses parents, tenant une main de chacun, portant les ballerines lilas que Valérie avait rapportées. La blessure au genou était propre et couverte d'un pansement coloré qu'un des pompiers lui avait spécialement donné. « Puis-je dormir ici ce soir ?» demanda Sophie, regardant les étoiles qui brillaient d'une intensité impossible à voir en ville. « Je n'ai jamais vu autant d'étoiles de ma vie. »« Pas ce soir, ma fille, » dit Henri. « Demain, nous devons retourner à Aix-en-Provence. Tu as école lundi. »« Mais le ciel est si beau !» Sophie fit la moue. « Et je voulais voir les animaux la nuit. » Jean s'approcha du groupe. « Si vous voulez, il y a une très bonne auberge dans la ville. Et demain matin, je peux vous emmener voir la source du Rhône. C'est tout près d'ici. » Marie regarda Henri. « Qu'en penses-tu ? Ça ne fait pas de mal de perdre une journée d'école après ce qui s'est passé. » Henri consulta sa montre. Une habitude qui persistait même après le choc. Il était presque 9 heures du soir.
L'idée de prendre la route à cette heure-là, après la tension de la journée, ne semblait vraiment pas prudente. « D'accord, acquiesça-t-il, mais je dois passer quelques appels. » Henri. Marie toucha doucement son bras. « Les appels peuvent attendre jusqu'à lundi. » Il regarda sa femme, puis Sophie, qui était appuyée contre Valérie en observant les étoiles. « Ils peuvent, oui, ils peuvent attendre. » L'auberge Serradurada était simple mais accueillante, avec des chambres propres et un balcon donnant sur les montagnes. La propriétaire, Madame Conseil-Sang, une dame de 60 ans avec des cheveux gris attachés en chignon et un tablier fleuri, accueillit le groupe avec des mets faits maison et du café fraîchement préparé. « Mon Dieu, quelle frayeur vous avez eue !» dit-elle, servant du pain de sucre encore chaud et du fromage frais. « Dieu merci, la petite va bien. Ici, dans la montagne, on s'inquiète toujours quand un enfant se perd. » Sophie dévorait le pain avec de la confiture, de tapenade tout en racontant son aventure à Madame Conseil-Sang, qui écoutait avec une attention maternelle. « Et Valérie est descendue dans la grotte pour me chercher. Elle est courageuse comme une super-héroïne. » Valérie sourit timidement. « C'est Sophie qui a été courageuse. Elle est restée calme là, en bas, sans pleurer. » « Valérie, dit Madame Conseil-Sang, l'observant plus attentivement, tu n'es pas la fille de Benedita Martin, de la communauté du Quilombo de la Canastra. » Le visage de Valérie changea légèrement. « Je suis sa petite fille, Madame Conseil-Sang. Vous avez connu ma grand-mère? »« Oui, je l'ai connue. Benedita était guérisseuse, n'est-ce pas? Elle soignait tout avec les herbes du jardin, femme très sage. » Madame Conseil-Sang se tourna vers les autres. La grand-mère de Valérie était l'une des personnes les plus respectées de la région. Elle connaissait chaque plante médicinale de la garrigue. Henri et Marie échangèrent des regards surpris. À chaque instant, ils découvraient quelque chose de nouveau sur la femme qui s'occupait de leur fille depuis 2 ans. « Valérie, dit Henri, ta grand-mère est-elle encore en vie? »« Non, monsieur Henri, elle est morte quand j'avais 19 ans, mais elle m'a beaucoup appris avant de me partir. » Sophie, qui avait terminé son goûter, monta sur les genoux de Valérie. « Raconte-nous encore sur ta grand-mère. Elle savait faire de la magie avec les plantes? » « Ce n'était pas de la magie, princesse, c'était du savoir. Un savoir transmis de grand-mère à mère, de mère à fille, pendant de nombreuses générations. » Valérie installa mieux Sophie sur ses genoux. « Ma grand-mère savait quelle plante guérissait le mal de tête, laquelle aidait à dormir, laquelle cicatrisait les blessures. Comme l'aloe vera que maman met quand je me fais mal? Exactement, sauf qu'elle connaissait plus de 100 plantes, différentes. » Jean, qui avait rejoint le groupe sur la terrasse de la maison d'hôte, ajouta « Le savoir traditionnel est un trésor, Valérie. C'est pourquoi j'ai toujours dit que tu devrais retourner travailler dans le parc. Ce type de sagesse est en train de se perdre. » Valérie resta silencieuse un moment, regardant les étoiles. « Jean, puis-je te parler en privé ?» Ils s'éloignèrent de quelques mètres du groupe, mais restèrent sur la terrasse. Henri remarqua que la conversation semblait sérieuse, avec Valérie gesticulant nerveusement et Jean hochant la tête. « Maman, dit Sophie, Valérie est triste? Je ne sais pas, ma fille. Peut-être qu'elle pense à sa grand-mère. » Après 10 minutes, Valérie revint vers le groupe. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. « Valérie, dit Marie, tout va bien? »« Oui, Madame Marie. C'est juste que parler de ma grand-mère m'émeut toujours. » Sophie descendit des genoux de Valérie et alla vers Henri. « Papa, puis-je poser une question sur le travail ?» Henri sourit. « Bien sûr, ma fille. Si quelqu'un est très bon dans quelque chose qu'il aime faire, mais qu'il ne peut pas le faire, est-ce triste ?» La question prit Henri par surprise. « Eh bien, c'est assez... »« Triste, oui. Pourquoi cette question ?» Sophie regarda Valérie. « Parce que je pense que Valérie veut retravailler dans la montagne, mais quelque chose l'en empêche. » La perception de la petite fille surprit tous les adultes. Henri regarda Valérie, qui détourna le regard. « Valérie, dit-il doucement, Sophie a raison. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de retourner travailler comme guide ?» Valérie prit une profonde inspiration. « Monsieur Henri,
Ce sont des questions compliquées. Cela a à voir avec la raison pour laquelle je suis parti de la montagne il y a des années. Peux-tu nous en parler? Demanda Marie. Peut-être que nous pourrions aider. Je ne sais pas si vous devriez vous mêler de ça, Madame Marie. Ce sont des problèmes de gens simples de l'intérieur. Valérie, dit Henri, se levant et s'asseyant sur une chaise plus proche d'elle. Après ce que tu as fait aujourd'hui en sauvant ma fille, tu fais partie de notre famille. Et la famille aide la famille. Valérie regarda Sophie, qui était revenue sur ses genoux et dormait maintenant appuyée sur son épaule. C'est une longue histoire. Nous avons toute la nuit, dit Marie. Jean s'approcha à nouveau. Val, raconte-leur. Tu as besoin d'alliés et ils sont de bonnes personnes. Valérie soupira profondément. D'accord, mais vous allez découvrir des choses sur moi que vous n'aimerez peut-être pas. Impossible, dit Henri. Tu as sauvé ma fille aujourd'hui. Il n'y a rien qui puisse changer notre opinion sur toi. Sous le ciel étoilé de la montagne, avec Sophie dormant dans ses bras, Valérie commença à raconter l'histoire qu'elle avait gardée pour elle pendant 4 ans, une histoire qui changerait à jamais la relation de cette famille. Valérie installa mieux Sophie sur ses genoux avant de commencer à parler, sa voix basse pour ne pas réveiller la petite fille qui dormait profondément après l'aventure de la journée. La lumière jaunie de la terrasse créait des ombres dansantes sur son visage, révélant une vulnérabilité qu'elle montrait rarement. Quand je suis partie du travail de guide, il y a 4 ans, ce n'était pas par choix, commença-t-elle, regardant les montagnes sombres découpées contre le ciel étoilé. C'était parce que j'ai dénoncé un réseau de chasse illégale dans le parc. Jean hocha la tête. Val a découvert que certains agriculteurs de la région organisaient des chasses pour des touristes étrangers riches. Ils tuaient des panthères, des cerfs, même certaines espèces protégées. Henri se pencha en avant, intéressé. « Et tu as dénoncé ?» J'ai dénoncé au Office français de la biodiversité, à la police de l'environnement, à tout le monde qui pouvait faire quelque chose. J'avais des photos, des vidéos, tout documenté. Valérie marqua une pause, ses mains tremblant légèrement. Le problème, c'est qu'un des organisateurs du réseau était le colonel Durand. Madame Concissant, qui écoutait depuis la porte de la maison d'hôte, fit le signe de la croix. « Notre-Dame, Valérie, tu as touché au colonel. »« Qui est ce colonel ?» demanda Marie. Jean répondit, la voix chargée, de mépris. Durand est un ancien militaire devenu agriculteur. Il possède une immense propriété qui borde le parc, riche, influent et habitué à faire ce qu'il veut dans la région. Et quand il a découvert que j'avais dénoncé, continua Valérie, il a utilisé tous ses contacts pour me nuire. Il a réussi à me faire licencier du parc. Il a répandu des rumeurs sur moi en ville. Il a dit que je mentais pour nuire aux agriculteurs honnêtes. Henri fronça les sourcils. « Mais tu avais des preuves ?»« J'en avais, mais mystérieusement, les preuves ont disparu du dossier. Et certaines personnes qui allaient témoigner en ma faveur ont changé de version. Le colonel a beaucoup de pouvoir ici, monsieur Henri. Il emploie beaucoup de gens, finance des campagnes politiques. » Marie se leva et commença à marcher sur la terrasse, indignée. « C'est absurde, et la justice n'a rien fait ?» L'enquête a été classée faute de preuves, et je suis resté marqué dans la région comme quelqu'un qui inventait des histoires pour nuire à des personnes importantes. Valérie caressa les cheveux de Sophie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter la montagne. J'avais besoin de recommencer ailleurs. C'est pourquoi tu es venu travailler avec nous, murmura Henri, comprenant. Exact. Saint-Rémy-de-Provence est une petite ville. Je n'avais pas de travail ici après ce qui s'est passé. J'ai cherché un emploi à Aix-en-Provence, et l'agence de Nounou m'a recommandé à vous. Jean se leva, marchant jusqu'à la balustrade de la terrasse. Mais maintenant, les choses ont changé, Val. Le colonel Durand est mort l'année dernière. Infarctus. Et il y a de nouvelles personnes à la direction du parc. Des gens qui connaissent vraiment ta réputation. Peu importe, Jean, les dégâts sont déjà faits. Et en plus... Valérie hésita. En plus de... « Mais quoi ?» insista Marie. « En plus de cela, j'ai une nouvelle vie maintenant. J'ai vous, j'ai Sophie. » Elle regarda la petite fille endormie.
Je ne veux pas réveiller les guêpes une fois de plus. Henri resta silencieux pendant quelques minutes, traitant l'information. En tant qu'homme d'affaires, il connaissait bien les jeux de pouvoir et d'influence. Il savait que des personnes comme ce colonel existaient dans tous les secteurs, utilisant des connexions pour échapper aux conséquences de leurs actes. « Valérie, dit-il finalement, puis-je poser une question? As-tu encore des preuves de ce qui s'est passé? Un document? Une photo? Quoi que ce soit? Pourquoi, monsieur Henri? Parce que peut-être qu'il est temps de rendre justice. » Valérie secoua la tête. « Monsieur Henri, vous ne comprenez pas. Ici, ça ne fonctionne pas comme dans la grande ville. Ici, les familles puissantes contrôlent tout depuis des générations. Mais tu as dit qu'il est mort. Il est mort, mais son fils, Durand Junior, a repris les affaires. Et il est pire que son père, plus violent, plus sans scrupules. » Madame Conception s'approcha du groupe. « Excusez-moi, mais j'ai entendu la conversation. Valérie a raison d'être prudente. Les Durand ont toujours été une famille dangereuse, mais... » Elle marqua une pause, regardant autour comme si quelqu'un pouvait écouter. « Il y a des choses qui changent dans la région. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent, des gens qui n'ont pas peur des Durand. »« Quel genre de gens ?» demanda Marie. « Des chercheurs de l'université, des ONG environnementales, même quelques politiciens de Paris qui s'intéressent à la préservation. Le parc gagne en importance nationale. » Jean s'anima. « C'est vrai, Val. Il y a un nouveau projet d'expansion du parc, et il crée une réserve qui inclura une partie des terres des Durand. S'ils réussissent à prouver que cette famille était impliquée dans des crimes environnementaux, ils pourraient perdre les terres. » compléta Henri. « Valérie, comprends-tu ce que cela signifie? Tes dénonciations d'il y a 4 ans pourraient être la clé pour protéger cette région définitivement. » Valérie regarda Sophie, qui murmura quelque chose dans son sommeil et se blottit un peu plus dans ses bras. « Je ne peux pas prendre de risques. Et s'ils venaient après moi? Et s'ils essayaient de vous nuire à cause de ma relation avec la famille? »« Laisse-les essayer, » dit Henri, avec une fermeté qui surprit même Marie. « Valérie, j'ai des ressources, j'ai des contacts, j'ai des avocats. Et plus important, j'ai la détermination de protéger ceux qui font partie de ma famille. » Marie s'assit à côté de Valérie. « Et j'ai des contacts dans le milieu architectural et urbanistique. Je connais des chercheurs, des environnementalistes, des gens qui luttent pour la préservation. Tu n'es pas seule cette fois. » Sophie bougea et ouvrit les yeux, se réveillant avec la conversation. « Valérie, pourquoi tout le monde parle sérieusement? Ce n'est rien, ma princesse. Les adultes parlent juste de travail. » Sophie s'assit sur les genoux de Valérie et regarda les 3 adultes. « C'est à propos de toi qui retourne travailler à la montagne. » La perspicacité de la petite fille continuait de surprendre. « Oui, c'est ça. »« Alors, tu devrais revenir. Aujourd'hui, tu as sauvé ma vie parce que tu connais cet endroit. Imagine combien de personnes tu peux sauver si tu retravailles ici. » La simplicité et la logique de Sophie laissèrent tout le monde sans voix un moment. Une enfant de 6 ans avait résumé en 2 phrases ce qu'ils essayaient d'expliquer depuis une demi-heure. « Tu sais quoi, Valérie ?» dit Henri. « Sophie a raison. Et j'ai une proposition pour toi. » « Quelle proposition? Que dirais-tu de combiner justice avec opportunité? Nous t'aidons à dénoncer à nouveau les crimes environnementaux, avec toute la protection légale nécessaire, et en même temps, nous créons une situation où tu peux retourner à ce que tu aimes. » Valérie regarda chaque visage autour d'elle. Elle voyait de la détermination dans les yeux d'Henri, du soutien dans ceux de Marie, de l'encouragement dans ceux de Jean, et dans les yeux endormis de Sophie, une confiance absolue en ses capacités. « Je dois réfléchir. »« Réfléchis bien, » dit Sophie, lui donnant un bisou sur la joue. « Mais souviens-toi que parfois le cœur sait la réponse avant la tête. » Encore une fois, la sagesse enfantine de Sophie toucha le cœur du problème. Valérie sourit pour la première fois ce soir-là, et tous réalisèrent que la décision était déjà en train d'être prise. Le dimanche se leva avec une brume dorée enveloppant les montagnes de la Sainte-Victoire.
Sophie se réveilla excitée dans le lit double qu'elle partageait avec ses parents, impatiente de découvrir la source du Rhône que Jean avait promis de lui montrer. Valérie, qui avait dormi dans la chambre à côté, apparut sur la terrasse de la maison d'hôte, portant une tasse de café et une expression plus déterminée que celle qu'Henri avait vue ces 2 dernières années. « Bonjour, famille », dit-elle, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Une nouvelle fermeté, comme si une décision importante avait été prise pendant la nuit. « Bonjour, Valérie !» Sophie courut pour l'étreindre. « J'ai rêvé que tu devenais la reine de la montagne et que tu protégeais tous les animaux. » Valérie rit, soulevant Sophie dans ses bras. « Reine non, princesse, mais peut-être une gardienne. » Henri et Marie échangèrent des regards. Ils connaissaient Valérie assez bien pour réaliser qu'elle était arrivée à une conclusion pendant la nuit. « Valérie, » dit Henri, servant du café à tout le monde, « tu sembles différente aujourd'hui. »« C'est parce que j'ai pris une décision, monsieur Henri. » Elle s'assit à la table en bois rustique de la terrasse, avec Sophie sur ses genoux. « Je vais accepter votre proposition. Je vais dénoncer à nouveau les crimes environnementaux. » Jean, Henri Dupont, qui était arrivé tôt en apportant des pains frais de la boulangerie locale, applaudit. « Valérie, c'est la bonne décision, la région a besoin de toi. » Mais, continua Valérie levant la main, avec quelques conditions. « Dis-moi, » dit Marie, s'asseyant à ses côtés. « D'abord, faisons cela correctement. Documentation complète, avocat compétent, protection légale totale. Je ne veux pas que ce qui s'est passé avant se reproduise. » Henri acquiesça. « C'est fait. J'ai les meilleurs avocats environnementalistes de Provence dans mon répertoire. Deuxièmement, je veux que Sophie et vous restiez à l'écart du conflit direct. Si les Durand essaient quelque chose, je ne veux pas que ma famille soit affectée. »« Notre famille, » corrigea Marie. « Et ne t'inquiète pas, nous savons nous protéger. Et troisièmement, » Valérie marqua une pause, regardant. « Sophie, je veux que tout cela soit fait en pensant à l'avenir. Ce n'est pas une question de vengeance contre les Durand. C'est pour préserver cet endroit afin que des enfants comme Sophie puissent le connaître quand ils grandiront. » Sophie étreignit Valérie plus fort. « Valérie, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Après le café du matin, le groupe se dirigea vers la source du Rhône. Le sentier était court mais excitant, passant par des champs d'immortelles et de petites cascades. Sophie marchait joyeusement entre les adultes, s'arrêtant constamment pour ramasser des fleurs et observer des oiseaux, mais maintenant, elle prévenait toujours quand elle s'éloignait du groupe. La source elle-même était un moment magique, un petit œil d'eau jaillissant directement de la roche, entouré d'une végétation luxuriante. Une simple plaque marquait l'endroit. Ici naît le Rhône, le fleuve de l'intégration nationale. « C'est ici que naît le vieux Rhône ?» demanda Sophie, impressionnée. « C'est bien ici, princesse, » répondit Jean. « Cette petite eau va parcourir plus de 2000 kilomètres avant d'atteindre la mer. » Sophie s'agenouilla à côté de la source et toucha l'eau avec précaution. « C'est fraîche et si propre. » Valérie s'agenouilla à ses côtés. « C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons protéger la montagne, Sophie, pour que cette eau reste ainsi, pure et abondante. » Henri observait la scène, photographiant avec son téléphone. En tant qu'homme d'affaires, il était habitué à prendre des décisions rapides et à mobiliser des ressources, mais il s'impliquait rarement dans des causes personnelles. Maintenant, voyant sa fille et Valérie à cet endroit sacré, il ressentait une motivation différente, pas seulement financière ou professionnelle, mais émotionnelle. « Valérie, » dit-il, « quel type de soutien vas-tu avoir besoin pour relancer les dénonciations ? D'abord, nous devons rassembler de nouvelles preuves. Les anciennes ont été détruites ou ont disparu, mais je sais où chercher et j'ai des contacts qui peuvent t'aider. » Jean s'enthousiasma. « Je peux aider. Je connais d'autres guides qui ont vu des choses suspectes mais n'ont jamais parlé par peur. Et j'ai un ami photojournaliste à Aix-en-Provence, » ajouta Marie. « Il travaille sur des reportages d'investigation sur l'environnement. » Valérie sourit, se sentant soutenue pour la première fois depuis des années.
Mais la chose la plus importante, c'est le timing. Cela doit être fait au bon moment, quand nous aurons suffisamment de protection. Et quand sera-ce ? Demanda Henri. Jean a mentionné hier qu'il y avait de nouvelles personnes arrivant dans la région. Des chercheurs, des ONG, des politiciens intéressés par la conservation. Si nous pouvons aligner notre dénonciation avec ces mouvements, nous créons une coalition, compléta Henri, comprenant la stratégie. Au lieu d'une personne isolée faisant des accusations, nous avons un mouvement organisé luttant pour la préservation. Exactement. Sophie, qui jouait avec des cailloux au bord de la source, se leva soudainement et courut vers le groupe. « Les gens, j'ai eu une idée !»« Quelle idée, ma fille ?» demanda Marie. « Pourquoi ne pas faire un projet ici ? Comme quand maman projette des maisons, mais pour protéger la nature. » Les adultes se regardèrent, surpris par la suggestion. Marie s'agenouilla à la hauteur de Sophie. « Quel type de projet, chérie ? » Un endroit où les gens peuvent venir apprendre sur la montagne, avec des sentiers sûrs, des guides qui connaissent tout. Sophie regarda Valérie, et où les animaux sont protégés. Henri s'approcha, intéressé. Sophie, tu parles d'un centre d'éducation environnementale. C'est ça, et Valérie serait la directrice. Valérie resta sans voix un moment. L'idée de Sophie était à la fois simple et brillante. Un centre éducatif serait une façon de générer des revenus durables pour la région, de préserver l'environnement et de créer une base institutionnelle solide pour faire face à des personnes comme les Durand. « Sophie, » dit Valérie, en étreignant la petite fille, « tu es un génie. » Jean se frappa le front. « Bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Un centre d'éducation environnementale axé sur les connaissances traditionnelles serait parfait. » Marie visualisait déjà les possibilités. Nous pouvons concevoir un espace qui s'intègre parfaitement au paysage. Utilisation de matériaux locaux, énergie durable. Et je peux investir dans le projet, dit Henri. Pas seulement comme un business, mais comme une façon de redonner à la région qui nous a tant donné. Valérie regarda chacun d'eux, puis Sophie, qui souriait fièrement de son idée. « Vous parlez sérieusement ?» « Complètement, » répondit Henri. « Valérie, que dirais-tu de transformer ton retour à la montagne, non seulement en justice pour le passé, mais en espoir pour l'avenir ?»« Avec une condition, » dit Sophie, levant le petit doigt. « Je veux être la première visiteuse officielle du centre. » Tout le monde rit et Valérie sentit pour la première fois en 4 ans qu'elle était sur la bonne voie pour rentrer chez elle. Alors qu'ils descendirent le sentier, les plans commençaient à prendre forme. Ce n'était pas seulement une question de dénoncer des crimes environnementaux, c'était créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui préserverait la montagne et honorerait les traditions de leurs ancêtres. La petite Sophie, sans le savoir, avait planté la graine d'une transformation qui changerait non seulement la vie de Valérie, mais toute la région de la montagne de la Sainte-Victoire. 8 mois s'étaient écoulés depuis ce dimanche transformateur à la source du Rhône. C'était maintenant une matinée dorée d'octobre, avec des ipés jaunes fleurissant dans toute la montagne de la Sainte-Victoire, lorsque la famille Dupont revenait par le chemin de terre menant au centre d'éducation environnementale de la Montagne Dorée. Le projet qui était né d'une idée de Sophie et était devenu réalité grâce à la détermination collective de tous. Le centre occupait une superficie de 5 hectares, cédée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité, où auparavant se trouvait une ancienne ferme abandonnée. Marie avait conçu les installations avec maîtrise, créant des bâtiments qui semblaient surgir naturellement du paysage. Des toits verts couverts de plantes vivaces, des murs en adobe faits avec de la terre locale, de grandes fenêtres qui encadraient la vue des montagnes. Henri avait investi non seulement du capital financier, mais aussi son temps et son énergie, découvrant une passion pour la durabilité qu'il n'avait jamais su posséder. « Regarde là, maman, notre école de la nature !» Sophie, maintenant âgée de 7 ans, pointa avec enthousiasme les bâtiments visibles à l'horizon. Elle avait grandi de quelques centimètres et gagné une nouvelle confiance,
Résultat des mois passés à partager son temps entre Aix-en-Provence et la montagne, apprenant sur l'environnement tant en théorie qu'en pratique. Valérie était différente aussi. Elle portait maintenant un uniforme kaki personnalisé avec le logo du centre, une plante vivace stylisée en doré, et tenait une planche avec des notes sur le programme du jour. Ses cheveux étaient plus courts, attachés dans une coiffure pratique, et ses yeux brillaient d'une énergie qui avait été endormie pendant des années. Le titre officiel sur son t-shirt disait « Coordinatrice de l'éducation environnementale et des savoirs traditionnels ». « Sophie, dit-elle, se tournant sur le siège passager, « aujourd'hui, nous avons une surprise spéciale pour toi. » Quelle surprise? Les enfants de l'école de Saint-Rémy-de-Provence vont visiter le centre pour la première fois. Tu vas être leur guide junior. Sophie applaudit de joie. Depuis l'inauguration du centre en août, elle était devenue une ambassadrice naturelle du projet, connaissant chaque sentier, chaque plante médicinale du jardin ethnobotanique que Valérie avait créé et chaque histoire sur la culture locale. Le processus pour arriver là n'avait pas été simple. Les dénonciations contre la famille Durand avaient été refaites avec une documentation robuste, un soutien juridique et une coalition d'ONG environnementales. Durval Durand Jr. avait tenté d'intimider et de faire pression, mais cette fois, il faisait face à un front organisé qui incluait des politiciens de Paris, des chercheurs de l'Université de Provence et l'influence discrète mais efficace d'Henri dans le monde des affaires provençales. Le coup final est venu lorsqu'ils ont découvert que les Durand vendaient illégalement du bois précieux à des intermédiaires du Para. Avec les nouvelles preuves, Durval Jr. a été arrêté, et une grande partie des terres de la famille a été intégrée à l'expansion du parc national. Valérie n'a pas ressenti de plaisir face à l'arrestation, juste un soulagement que la montagne soit protégée. « Valérie, dit Henri, garé à l'entrée, du centre, as-tu vu les chiffres de fréquentation du mois dernier ? Oui, 350 personnes venues de 7 régions différentes. » Valérie souriait avec fierté, et la liste d'attente pour les cours de fin de semaine est de 2 mois. Le centre offrait des programmes variés, des sentiers éducatifs pour les familles, des cours sur les plantes médicinales, des ateliers d'artisanat traditionnel et un programme spécial pour les écoles publiques de la région. Valérie coordonnait tout avec l'efficacité de quelqu'un qui faisait enfin le travail pour lequel elle était née. Ils furent accueillis par Jean, qui travaillait maintenant à temps partiel au centre en tant que guide principal. « Bonjour à tous, les enfants de Saint-Rémy sont déjà arrivés. Ils sont dans l'auditorium en train de regarder la vidéo de présentation. » L'auditorium était une construction circulaire avec un toit ouvert au centre, permettant à la lumière naturelle d'éclairer l'espace. 25 enfants âgés de 8 à 10 ans étaient assis sur des gradins en bois de reboisement, observant fascinés un documentaire sur la faune locale que Marie avait produit avec son ami photojournaliste. « Enfants !» annonça Jean. « Nous avons une visiteuse très spéciale aujourd'hui. Voici Sophie Dupont, notre guide junior, officielle. » Sophie monta sur la petite scène avec l'aisance de quelqu'un qui avait déjà fait des présentations plusieurs fois. « Salut, tout le monde. Qui ici a déjà vu un loup-garou ?» Quelques mains se levèrent timidement. Sophie sourit. « Moi non plus, je n'en avais jamais vu avant de connaître la montagne de la Sainte-Victoire. Mais ici, vous allez apprendre qu'il ne s'agit pas seulement de voir les animaux. Il s'agit de comprendre comment les protéger. » Valérie observait d'un coin de l'auditorium, émue. Sophie avait développé un talent naturel pour communiquer avec d'autres enfants sur l'environnement, transformant des concepts complexes en langage simple et amusant. « La première étape de notre visite, continua Sophie, sera au jardin de Mamie Bénédicte. » Le jardin ethnobotanique avait été nommé en hommage à la grand-mère de Valérie et contenait plus de 80 espèces de plantes médicinales de la garrigue, chacune avec une plaque expliquant son utilisation traditionnelle et son importance écologique.
Valérie avait réussi à rassembler des plantes que sa grand-mère lui avait enseignées, certaines considérées comme rares par les botanistes de l'université. Alors que le groupe d'enfants visiteurs suivait les sentiers, guidés par Sophie et supervisés par Valérie, Henri et Marie se dirigeaient vers le bureau administratif. Là, Henri examinait des tableaux financiers, tandis que Marie travaillait sur le projet d'expansion des installations. « As-tu vu que la Fondation Ford veut financer un programme de formation de guides communautaires ?» dit Marie, montrant un email sur l'ordinateur. « Oui, et l'UNESCO a manifesté son intérêt pour considérer le centre comme un modèle d'éducation environnementale pour d'autres régions de France. » Henri ferma le portable et regarda par la fenêtre, voyant Sophie expliquer aux autres enfants comment sa famille était tombée amoureuse de la montagne. « Marie, tu réalises ce qui nous est arrivé ? » « Oui, je l'ai remarqué. Nous avons complètement changé. » Marie se leva et alla à la fenêtre à côté de lui. « Tu te souviens d'il y a 8 mois ? Tu vivais sur ton téléphone, je vivais dans des projets urbains, et Sophie à peine nous voyait. Et maintenant, nous passons nos week-ends ici. Sophie devient une petite écologiste, et j'ai découvert que je peux faire des affaires qui font aussi du bien au monde. » Ils observèrent Valérie, enseigner aux enfants l'importance des abeilles natives pour la pollinisation de la garrigue. Elle était devenue une éducatrice née, capable de maintenir l'attention des adultes et des enfants avec ses histoires sur la relation entre les gens et la nature. « Et Valérie, dit Marie, elle a littéralement fleuri. »« C'est drôle, réfléchit Henri. Nous pensions que nous l'aidions, mais en réalité, c'est elle qui nous a transformés. Sophie est plus confiante, tu es plus épanouie professionnellement, et moi, eh bien, j'ai enfin compris le sens de la vie. » Ce qui signifie un véritable succès. À la fin de l'après-midi, après que les enfants visiteurs soient partis dans leur bus scolaire, la famille Dupont s'est réunie sur la terrasse de la maison principale, du centre pour le rituel qu'ils avaient adopté, observer le coucher de soleil sur les montagnes, tout en buvant du thé fait avec des herbes du jardin. « Valérie, dit Sophie, en posant sa tête sur l'épaule de sa guide préférée, es-tu heureuse ? » « Je suis très heureuse, ma princesse. Même quand tu te souviens de ta grand-mère et que tu es triste. » Valérie sourit en caressant les cheveux de Sophie. « Tu sais, Sophie, je ne suis plus triste quand je pense à ma grand-mère. Maintenant, je suis fière. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi à honorer ses enseignements. Ce jardin, ces sentiers, ces histoires que nous racontons aux enfants, tout cela vient du savoir qu'elle m'a transmis. » Henri leva son verre de thé. « Un toast, alors, à grand-mère Bénédicte, qui nous a appris à travers Valérie que préserver la nature, c'est préserver notre humanité. À grand-mère Bénédicte, répétèrent tous en levant leurs tasses en céramique faites par des artisans locaux. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel de la montagne, Sophie posa une question. « Valérie, cette source secrète où je me suis perdu, pouvons-nous y emmener les prochains enfants visiteurs ?»« Nous pouvons, oui, mais avec beaucoup de précautions et toujours en groupe. » « Et puis-je leur parler de la carte magique du cœur ?» Valérie rit. « Tu peux. C'est l'une des leçons les plus importantes que ma grand-mère m'a enseignées. Quand nous aimons vraiment quelque chose ou quelqu'un, nous trouvons toujours un chemin de retour. » Henri et Marie échangèrent un regard, comprenant que cette phrase résumait parfaitement le parcours de chacun d'eux. Sophie s'était perdue physiquement dans la montagne, mais ils s'étaient tous perdus émotionnellement dans la vie urbaine. Et la carte magique du cœur les avait ramenés non seulement à la montagne, mais les uns aux autres. Lorsque la famille retourna à Aix-en-Provence ce soir-là, ils emportèrent avec eux non seulement les souvenirs d'une autre journée parfaite, mais la certitude qu'ils avaient trouvé un but plus grand que n'importe quel commerce ou carrière ne pourrait offrir. Le centre d'éducation environnementale de la Montagne Dorée continuerait de croître. Mais plus important encore, 4 personnes avaient appris qu'il est parfois nécessaire de se perdre pour se retrouver vraiment. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et si vous avez regardé jusqu'ici, commentez « J'ai regardé jusqu'ici » et laissez votre avis sur cette histoire.
Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran final. Elle est très émouvante.